Saint-Michel. Tout le monde connaît le fameux archange, chef des armées célestes selon la tradition catholique, qui affronte le démon et ses troupes pour les repousser en enfer. Cet archange a donné son nom à une ligne reliant 7 sanctuaires traversant toute l'Europe, des îles Skellig, au bout de l'Irlande, jusqu'au mont Carmel en Israël. Cette épée de Saint-Michel serait la trace du coup qui aurait définitivement repoussé le démon au centre de la Terre. Cette ligne passe en France et en Italie par plusieurs sanctuaires renommés, et un pèlerin, Éric, a décidé de parcourir les près de 2000 km qui séparent le mont Saint-Michel en Normandie du mont Gargano, premier sanctuaire européen consacré à Saint-Michel, à l'est de Rome, en Italie, sur la mer Adriatique. Mais cette ligne, que certains considèrent être un hasard uniquement, n'est peut-être pas qu'un simple alignement géographique. Bonjour à tous, vous êtes sur le premier épisode du Triskel, le podcast de la carte des hauts lieux énergétiques, la carte qui référence un grand nombre de lieux et de trajets énergétiques. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description. En préambule, j'attire l'attention des auditeurs que cet entretien réclame quelques connaissances en énergétique des lieux, plus couramment appelée géobiologie. Si vous ne connaissez pas ce domaine, je vous enjoins de parcourir les livres de Georges Prat, Jacques Bonvin, Stéphane Cardino et bien d'autres. Nous essaierons de définir les différents termes utilisés, mais notre dialogue peut faire appel à des concepts spécialisés. Éric, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à tous les auditeurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour discuter de ce chemin michaélique, nouveau chemin de Compostelle. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, c'est un grand plaisir pour moi de partager avec vous le chemin que j'ai réalisé au printemps sur cette voie de Saint-Michel. J'ai 57 ans et je suis dans ma deuxième moitié de carrière, on va dire. J'ai arrêté d'avoir des ambitions professionnelles pour pouvoir me consacrer à la marche et au chemin spirituel. Et donc mon objectif, c'est de consacrer une partie importante de ma vie sur ces chemins de vie, ces chemins d'énergie. Et voilà, Ok. Et comment vous est venue l'idée de marcher sur Saint-Michel ? D'où ça vient ? D'où ce projet vient-il ? Alors ça vient de loin, puisque en fait je me suis intéressé aux lieux sacrés sans le savoir depuis très longtemps. Et je crois qu'instinctivement, depuis l'enfance, il y avait des lieux où je me sentais spontanément très bien et des lieux qui ne me correspondaient pas. Puis au fil des années, au fil des rencontres avec des personnes et avec les lieux, j'ai eu envie de creuser l'affaire. Et je suis parti pour une première expérience de marche en 2014 entre Nantes et Genève. Mais j'avais un but spirituel dans cette marche qui en grande partie remontait la Loire. C'était Vézelay. D'accord. Voilà. Donc toute ma vie, j'avais eu un sentiment au fond de moi qu'il fallait que j'aille à Vézelay. Mais quelque chose me disait que je devais le mériter. Et pour le mériter, j'ai trouvé que la marche, c'était un bon véhicule. Très bien. Donc voilà, donc c'était ma première expérience. Et puis après, je suis tombé sur cette ligne Saint-Michel. D'accord. Alors, comment peut-on définir cette ligne ? Qu'est-ce que c'est ? En géobiologie, on a plusieurs termes pour désigner les alignements. On a deux termes principaux. On a les courants telluriques et les lignes de lait. Quelle différence faites-vous entre les deux ? Et comment vous voyez la ligne Saint-Michel ? Qu'est-ce qu'elle est ? Est-ce que c'est un courant tellurique ? Est-ce que c'est une ligne de lait ? Alors pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que en géobiologie, on peut arranger des lieux, on peut créer ou déplacer certaines énergies, les arranger, comme c'est le cas dans les cathédrales, etc. Par contre, il y a des lignes qui sont naturelles entre guillemets. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit à la portée de l'être humain d'en connaître l'essence exacte. Donc c'est pour ça que pour moi, entre ligne tellurique et ligne de lait, peu importe le vocable, l'intérêt de la chose, c'est qu'elle soit présente et qu'elle soit au service de l'être humain. Très bien.
Cette ligne, elle passe par plusieurs sanctuaires. Les îles, les îles Skellig, le Mont Saint-Michel en Cornouailles, Oui. en Grande-Bretagne, le Mont Saint-Michel, la Sacra di San Michele à côté de Turin, le Gargano, Delphes et le Mont Carmel. Euh, comment, comment vous voyez cette succession de lieux? C'est 7 lieux, 7 est un chiffre symbolique important. Alors, oui, oui, tout à fait. 7, c'est un chiffre important, mais en fait, c'est pas forcément une ligne exhaustive. On choisit de s'arrêter à 7 parce que ce sont les plus grands centres michaéliques, en tout cas sur la partie occidentale et puis sur la partie est, c'est-à-dire l'ancien monde grec. C'était davantage des sanctuaires dédiés à Apollon, puisqu'on trouve Delphes, Athènes avec Athéna, mais Délos qui est dans la mythologie le lieu de naissance d'Apollon. D'accord. En fait, cette ligne, si vous voulez, tous les sanctuaires sont reliés à la fois par une disposition géographique tout à fait particulière, parce que les écarts par rapport à une ligne théorique, aujourd'hui, on a des outils formidables sur Google Earth ou autres, et les auditeurs pourront le vérifier par eux-mêmes, mais les écarts de distance par rapport à cette ligne théorique de tous ces sites sacrés sont très minimes. C'est très faible. Effectivement, quand on trace une ligne théorique qui va du Mont Carmel en Irlande aux îles Skellig, par exemple, le Mont Sacra, j'ai pu lire sur internet, sur une page internet effectivement d'un spécialiste, que le Mont Sacra et la Sacra di San Michele, un grand sanctuaire à côté de Turin, était pile poil sur cette ligne. Tous les autres sont un tout petit peu à l'écart de cette ligne, mais la Sacra di San Michele, j'ai du mal avec la prononciation, est parfaitement sur cette ligne. Comment vous avez reconstitué le fil pour en faire un itinéraire? Comment vous avez pu travailler votre Alors, voyage? avant de marcher avec mes pieds, j'ai fait un chemin dans les bibliothèques et j'ai essayé de reconstituer la connaissance contemporaine de cette ligne, parce que je suis absolument persuadé que cette ligne existe depuis la nuit des temps. Par contre, elle a été redécouverte au XXe siècle, en tout cas mise en lumière par différents auteurs, différentes personnes. On peut remonter ça aux années 50, au début des années 60, par un monsieur qui s'appelait Jean Richet, qui était un helléniste connu et reconnu, qui était professeur d'université à Nice et qui a écrit notamment 2 livres sur la géographie sacrée du monde grec et géographie sacrée du monde romain. Et cette personne s'est rendu compte d'alignements de sites qui étaient au-delà de ce qu'auraient dû savoir faire les Grecs de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait une correspondance parfaite, un alignement parfait sur des latitudes, mais aussi sur des longitudes, ce qui est beaucoup plus difficile. Et d'autres arrangements de sites qui étaient arrangés par rapport à des zodiacs. D'accord. Ah oui, les symboles Ouais, du des zodiaque. D'accord, alignements des alignements. sur D'accord. chaque signe du zodiaque. D'accord. Donc ce monsieur avait fait ce travail-là Oui. sur le monde grec, puis son frère, qui s'appelait Lucien Richet, a poursuivi le travail et s'est dit mais cette ligne que le frère avait appelée, que Jean Richet avait appelée Apollon Athéna, elle se poursuit en Occident. Et elle traverse l'Adriatique en arrivant au mont Gargano, qui est cette péninsule de la botte italienne. Et là, elle prend un autre visage puisqu'elle est dédiée à l'archange Saint-Michel. Et la ligne arrive sur le mont Gargano, qui est le premier endroit en Occident d'apparition de l'archange Saint-Michel. Au 5e siècle, je crois. Exactement, au Ouais. 5e siècle, D'accord. 460. Et après, il y a un autre auteur, donc plus connu, enfin un peu plus connu, en a fait la cartographie, je crois. Oui. Monsieur Hamish Miller. Alors, il y a Hamish Miller et Paul Broadhurst. Ce sont deux Anglais qui ont consacré plus de 10 ans de leur vie à l'étude de cette ligne. Donc, Hamish Miller,
est vu comme le plus grand radiesthésiste anglais du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a écrit de nombreux ouvrages, il a fait beaucoup de choses. C'est vraiment quelqu'un qui est connu dans ce milieu-là. Et ces deux personnages ont traversé l'Europe. Ils sont allés donc jusqu'au bout de la ligne aussi, jusqu'en Israël, pour essayer de comprendre cette ligne et de comprendre le cheminement pardon, de cette ligne Saint-Michel. Et là, eux, ils ont fait je pense, une découverte majeure, hein. C'est-à-dire qu'ils ont démontré que cette ligne Saint-Michel, en fait, elle est double, elle est même triple. C'est-à-dire qu'il y a un courant central, qu'entre nous on peut appeler la ligne Saint-Michel, donc qui relie vraiment au plus près de la géographie les sites dont on a parlé tout à l'heure. Mais il y a également deux courants, un courant féminin et un courant masculin. Donc ce courant masculin, on va l'appeler donc le courant Apollon ou Saint-Michel, Oui. et le courant féminin, il a été appelé Athéna, et vous avez choisi de marcher sur le courant Athéna féminin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour mon premier voyage, j'ai décidé de marcher sur Athéna. Alors pourquoi? Parce que d'une façon symbolique, je pense qu'il était important de remonter en fait à la source, c'est-à-dire à la terre-mère, puisque le Gargano c'est quoi? C'est-à-dire le but de mon voyage, c'était une grotte qui est située en haut d'une montagne. Ce qui est assez rare en général. Bon, c'est plutôt au pied des montagnes. Mais là, vraiment, cette grotte, elle est en haut d'une montagne. Et en fait, bon, la grotte primordiale, c'est évidemment tout ça, c'est symbolique. Mais il me semblait dans le mythe intéressant de descendre vers le féminin. D'accord. Et un jour, bien sûr, j'espère remonter sur le chemin Sur masculin. masculin. Voilà. Après, il y a aussi une correspondance, c'est une correspondance énergétique entre le corps des individus, le corps du pèlerin, et la ligne énergétique sur laquelle on marche. Et effectivement, pour marcher correctement sur une ligne, il faut anticiper les effets et donc potentiellement choisir des effets complémentaires à la prédominance énergétique de chacun. Donc, par exemple, des hommes marcher sur un courant tellurique féminin, c'est plutôt ce qui est préconisé, mais l'inverse est vrai également, c'est-à-dire que pour les femmes, il faut marcher sur un courant tellurique masculin. C'est généralement, enfin, c'est une vision des choses. On peut en avoir d'autres, mais c'est une vision des choses. Quel est l'effet de cette ligne, la ligne Athéna, sur votre corps? Comment vous arriviez à l'identifier? Quel effet elle vous fait, cette ligne? Alors, donc j'ai marché 109 jours. Oui, Donc j'étais en autonomie complète. Là, je suis obligé de parler un tout petit peu oui, du, bien sûr, du allez-y, voyage, bien sûr. parce que les conditions du voyage étaient pour moi extrêmement importantes. C'est-à-dire que quand on va à la rencontre de ces lieux sacrés, de ces énergies telluriques, j'avais envie, ou en tout cas je ressentais moi le besoin de me mettre en humilité. Hmm. Et la marche, pour ça, il y a rien de tel. Le chemin que j'avais choisi sur la base des écrits des deux Anglais dont on parlait tout à l'heure est un chemin qui passe principalement par des petits villages, des petites villes. Donc je n'étais pas du tout sur un chemin préparé. Oui. En France, pour vous dire, j'ai peut-être marché 50 km sur des GR. Le reste, c'est sur des chemins que j'avais entièrement tracés et dont j'avais Ah oui. préparé l'itinéraire avant de partir. Et au fil des jours, je sentais de mieux en mieux ce courant tellurique, ce courant Athéna. Tout ça, on s'apprivoise, hein, je vais dire, entre le courant tellurique et puis l'être humain qui le parcourt. Et si au début j'avais besoin de mes instruments, c'est-à-dire soit une antenne de l'échelle, une antenne coudée ou un pendule pour rentrer en contact avec cette ligne, au fil des semaines j'en avais de moins en moins besoin et je sentais qu'elle était là quelques dizaines de mètres avant de Ouais, l'atteindre. très bien. Et ce qu'elle a fait sur moi, tout ça, on parle de courants qui sont liés à l'élévation spirituelle de l'homme. D'accord, ok. Oui, c'est pas pour rien si effectivement sur ces deux lignes, que ce soit la ligne Apollon ou la ligne
Athéna, on trouve de nombreux sanctuaires et même au croisement. Donc, au croisement de ces deux lignes, on va trouver les sanctuaires, les 7 sanctuaires dont on a parlé préalablement. Parce qu'effectivement, ça aide à prier. Ces courants telluriques ces lignes aident à prier et aident l'individu à se porter vers le spirituel. Oui, bien sûr. Pour moi, ça paraît complètement évident aujourd'hui. Oui. Moi qui ai marché peut-être de 2300 km, j'ai pas de chiffre précis, hein, ça m'importait peu, sur ce courant athénin. Tout ça, on va l'appeler un dispositif parce que je ne sais pas comment le qualifier, mais l'objectif il est d'élever l'âme humaine. Pour moi, c'est absolument clair. Il est là au service de l'homme, ce Ah, courant. d'accord, ok. Oui. Euh, Il est là au service de l'homme et de sa prière et et de de son sa, lien pri- avec Dieu. de Ouais, sa prière, de son lien avec Dieu, évidemment. Tout ça, c'est une question d'élévation Tout à fait. vers Dieu, vers le grand tout. On l'appelle Oui. comme on veut, Peu importe. mais en tout cas, son objectif est d'aider à ce lien sacré et à cette place de l'homme tout à fait particulière, puisque l'homme, c'est le lien spirituellement entre la terre et le ciel. Oui, tout à fait. Comment vous êtes formé en géobiologie sacrée? Parce que là, on parle vraiment de choses un peu techniques, de sensations. Alors certes, vous aviez besoin de vos outils au début, et après, la détection se faisait par votre corps, mais tout ça, il a fallu que vous l'appreniez. Vous avez été formé par comment, dans quelles conditions? Oui, absolument. J'ai commencé par suivre des stages de géobiologie traditionnelle, plus destinés à comprendre les perturbations dans l'habitat, quels sont les lieux géopathogènes, le pourquoi du comment en géobiologie. Et puis rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment et ce vers quoi j'étais appelé, c'était la géobiologie sacrée, c'est-à-dire l'étude des lieux et des grands lieux. J'avais envie d'aller à la rencontre de cette géobiologie sacrée. Et pour ça, je me suis formé avec un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Gremigerot, qui a fait un seul stage, enfin deux stages, deux sessions, pardon, mais d'un seul corpus de stages en géobiologie sacrée. Et ce monsieur est l'héritier des connaissances de Georges Pratt, qui est un grand géobiologue connu, Oui, un tout grand à fait. auteur. Il est décédé il y a quelques années, une petite dizaine d'années, je crois, en 2015, si ma mémoire est bonne. Et Georges Prat est l'un des premiers à avoir mis en carte l'énergétique des lieux. Vous trouverez très facilement sur Internet gratuitement son livre L'architecture invisible, qui est en PDF et qui est qui est un excellent début pour apprivoiser l'énergétique des lieux et la géobiologie sacrée. Et nous avons recensé certains des lieux qui sont présentés sur la carte des hauts lieux. Les informations concernant ces lieux viennent des livres de Georges Prat. Donc Georges Prat est un des grands noms de la géobiologie. Et donc Qu'est-ce que et donc vous avez été attiré, donc c'est ça qui vous a permis c'est ça qui vous a lancé sur la géobiologie, et donc progressivement vous avez décidé donc de partir à Vézelay et puis ensuite ce chemin de Saint-Michel, et ensuite vous avez probablement encore d'autres projets. Donc la géobiologie sacrée, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Vous avez potentiellement des choses à faire là-dedans. Oui, alors c'est effectivement c'est très curieux. Si j'ai eu le déclenchement à Vézelay il y a 9 ans, j'ai ensuite rencontré ces premières images de cette ligne Saint-Michel, et après je me suis formé à la géobiologie sacrée. Mais comment dire ça de façon simple, je me sens appelé par cette ligne. Il y a une métaphore que je trouve très belle. Les Sumériens croyaient beaucoup en l'existence des anges. Et avant que l'être soit incarné sur cette terre, chacun recevait une mission de son ange.
Et à la fin des temps, quand l'âme remontait vers la lumière, son ange venait lui demander, mais qu'as-tu fait de ma mission, de la mission dont je t'ai confiée? Et voilà, c'est quelque chose qui me parle particulièrement, et tout ça pour vous dire que je sens une appétence tout à fait forte et presque un devoir de parcourir cette ligne. Donc autant vous dire que j'en suis qu'au début de ma mission. Très bien, très bien. Euh, bah, je dis que, concernant cette ligne, elle est très similaire à ce qu'on peut observer sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est usuel, en fait, dans les traditions humaines, toutes les traditions, toutes les cultures et les civilisations ont construit leur chemin de pèlerinage sur des chemins similaires. Ce n'est qu'après que nous avons posé, que les différentes civilisations ont posé des sanctuaires tout au long de ces courants, de ces lignes. Mais chaque civilisation les a habités d'une manière différente, a mis ses propres dieux. Mais en fait, ces courants sont vieux comme le monde et ils sont connus depuis au minimum le néolithique. Il y a des mégalithes, nous en parlerons ultérieurement, mais s'il y a des sanctuaires, si ce sont des étapes bien délimitées, ce n'est tout simplement pas pour rien. Ces chemins sont vieux comme le monde. Ces chemins de pèlerinage sont vieux comme le monde. Et toutes les civilisations ont appris à les apprivoiser et ont mis des sanctuaires tout au long de cette ligne, tout au long de ces lignes. C'est pour expliquer que, par exemple, sur l'île de Shikoku au Japon, l'île de Shikoku qui est un pèlerinage alors circulaire. C'est un pèlerinage circulaire, on marche, il y a plus de 80 sanctuaires auxquels on doit se rendre, on marche en tenue traditionnelle japonaise. Il y a également un courant tellurique qui fait le tour de l'île. Ce pèlerinage est jumelé avec Saint-Jacques-de-Compostelle et sur Saint-Jacques-de-Compostelle il y a également des courants telluriques assez actifs. C'est tout ça pour dire que les humains ont habité sur ces courants telluriques, ils les connaissent depuis longtemps et ont réussi et donc les ont tout simplement apprivoisés et savent que ce sont des endroits tout à fait opportuns pour être portés vers le divin et pour pouvoir prier correctement. Les cathédrales, tous les sanctuaires européens, gothiques, romans, tous ces endroits sont souvent installés sur des endroits énergétiquement forts. Eric, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les différentes églises? Comment vous abordiez une église dans votre voyage? Alors, rappelez-nous un petit peu les dates de votre départ et arrivée, et après, dites-nous un petit peu comment se passait une étape type. Surtout après une étape type et surtout l'arrivée face à une église, qu'est-ce que vous faisiez, quel était votre process du jour face à une église sur laquelle passait le courant Athéna? Ouais. Alors donc simplement sur les dates, Oui. donc je le disais tout à l'heure, j'ai marché 109 jours. Je suis parti à l'équinoxe de printemps, donc le 20 mars, et je suis arrivé au Mont Gargano, donc sur l'Adriatique, le 6 juillet. Donc 110 jours après. Ouais, c'est ça. Et alors, comment j'ai arrivé sur une église? Déjà, je commençais toujours par faire un tour de l'extérieur, regarder les signes qui étaient parfois à l'extérieur, et puis parfois pas du tout. Et, euh, et puis après, je rentrais. Alors donc, je donne cette étape-là parce qu'on ne rentre pas non plus, quand on a envie de faire un travail énergétique, on rentre dans une église d'une façon particulière. C'est-à-dire qu'on rentre en silence. En l'occurrence, c'était pas compliqué puisque j'étais seul. Mais on rentre du pied gauche, on va vers la gauche, puisque en général le circuit énergétique dans une église était fait de cette façon-là. Et puis je me défaussais de mon sac, de mon bâton, sur un des bancs du dernier rang. Puis doucement, je m'avançais vers le cœur. Et là, je me mettais en état de communier avec le lieu, c'est-à-dire d'être en résonance, simplement. Hein. C'est cette idée-là. Moi, j'étais à pied pour aller à la rencontre d'une ligne tellurique et des différents lieux qui étaient dessus. Hein. Pour votre information, j'avais peut-être identifié 200 lieux avant d'y aller, et j'en ai trouvé d'autres, bien sûr, sur le chemin. Mais donc, c'était à peu près toujours de la même façon. Et donc, dans les églises, parce qu'il y avait d'autres types de lieux sacrés que j'ai rencontrés, mais dans les églises, donc je me mettais en général sur un des premiers rangs, mais j'allais pas plus loin pour ne pas aller vers le cœur tout de suite. Il fallait un temps d'attente. Et là, souvent, je me mettais
un Kerry Eleison sur YouTube que j'avais trouvé, une jeune femme russe qui chante un Kerry Eleison absolument fabuleux, enfin en tout cas qui résonne en moi, parce que tout ça c'est une question d'harmonie. Et quand j'étais seul, bien sûr, dans l'église, je mettais cette petite vidéo YouTube qui dure, qui dure 3 minutes et qui, pour moi, m'aide fortement à rentrer en résonance. Voilà, je faisais ça. Je faisais une deuxième chose. Je me disais souvent une prière aux archanges, qui est une prière hébraïque très ancienne qui invoque les quatre archanges, une prière qu'on trouve dans l'Ancien Testament et Voilà. Ah, ok. Et donc ça vous permettait de rentrer en harmonie avec l'Église et d'être davantage connecté à elle. Oui, c'est ça. C'est cette idée-là. C'était le laisser tomber le marcheur pour devenir vraiment pèlerin avec peu de choses sans le poids du sac à dos sur moi et être en état de recevoir l'énergie du lieu. C'est Oui. important. Ah oui, c'est très important. Et alors, après, c'est une question peut-être un peu idiote, mais est-ce que tous les lieux ne se ressemblent pas quand ils se succèdent sur une même ligne? Est-ce que en fait, c'est pas Athéna qu'on retrouve partout et donc, bon, bah, que ce soit l'église de 5 km ou l'église 5 km après, en fait, il y a peu de différence. Alors c'est ça la beauté du chemin, ce sont toujours des surprises. Et même cette ligne Athéna, ce courant tellurique qui a priori forme une ligne sur plus de 5000 km. Bon là moi j'ai parcouru 2000 à C'est déjà pas pied. mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais justement, il y a des moments où elle est très faible et des moments où elle est surpuissante. Et alors, qu'est-ce que veulent dire ces termes? C'est-à-dire qu'avec une baguette coudée, une antenne de l'échelle, on trouve le bord d'un courant tellurique. Et parfois, elle fait 40 cm de large avec une toute petite énergie. Et puis il y a d'autres moments, et parfois à des moments où on ne s'y attendait, où je ne m'y attendais absolument pas. Elle est très puissante, très large, sur des grands lieux. Elle peut englober tout le lieu, comme c'est le cas à la Sacra di San Michele au pied des Alpes, ou bien un endroit aussi particulier qui est San Giovanni Rotondo sur la péninsule du Gargano. Donc là, j'étais presque à l'arrivée et qui est extrêmement connu parce que c'est le lieu où a exercé Padre Pio. Tout à fait. Donc Pendant- c'était l'église où le Padre Pio a confessé pendant des années. Et il semblerait qu'on en parlera ultérieurement, mais qu'il y a eu un échange énergétique entre le Padre Pio et la ligne, parce que cette ligne, il ne semble pas que ce soit complètement naturel qu'une ligne puisse être aussi large à cet endroit-là. Enfin, ça ne peut pas être complètement un hasard. Donc il s'est passé quelque chose, voilà, soit une construction, soit autre chose. Peut-être avez-vous votre propre idée sur la question. Mais cette ligne a quelque chose à voir avec de très nombreux mystiques. Oui. Puisque sur cette ligne, on va trouver. Vous trouvez Assise, on trouve Saint François d'Assise, on trouve Ouais. Sainte Rita, on trouve le curé d'Ars, On trouve le curé d'Ars, on trouve Nevers avec Sainte Bernadette qui a passé ces dernières années. Et puis pas que, Sienne où il y a aussi voilà, Sainte Catherine de Sienne, etc. Enfin, Ouais. énormément de saints pardon, qui sont sur cette ligne. Donc cette ligne, en fait, pour moi, elle sert à créer de l'Esprit Saint. Ouais. Voilà. D'accord. Très bien. J'ajoute, je précise aux auditeurs que vous pouvez retrouver ces informations. Donc, vous pouvez retrouver le trajet de la carte sur la carte, le trajet de ce courant tellurique, des deux courants Saint-Michel et Athéna sur la carte des hauts lieux. Mais en description, on indiquera également le journal de bord d'Eric qui vous permettra de voir jour après jour les 110 jours qu'il a passé sur la voie Athéna et qui vous permettra de suivre à nouveau son périple, sachant qu'à peu près pour chaque journée, il fait un petit commentaire énergétique de l'endroit où il s'arrête et de la station du jour. J'ajoute également que cette ligne est d'actualité vu qu'il y a eu il y a eu deux séries d'été, une dans le Figaro Magazine et une dans La Croix cet été, concernant cette ligne. Les journalistes se sont interrogés doctement sur la nature de cet alignement. Et effectivement, concernant la croix, Eric, vous avez été un petit peu exposé puisque vous avez une surprise à ce sujet.
Oui, c'est un des plus beaux moments de mon voyage. C'est le tout dernier moment, puisque j'allais mettre le pied dans le sanctuaire final, dans la grotte de l'Archange au Gargano, et je rentrais dans ce narthex qui est très spécial, puisque il donne sur un escalier qui descend vers la grotte de l'Archange. Je mettais un pied dedans, et là, je suis arrêté par un monsieur qui se précipite vers moi et qui, en français, me dit vous êtes pèlerin, je suis journaliste à la Croix, je fais un reportage sur la ligne Saint-Michel, est-ce que vous acceptez de me parler? Et là, il faut que vos auditeurs sachent que depuis des semaines, sur mon voyage, je me faisais dans ma tête le portrait robot de quelqu'un qui pourrait m'aider à parler de cette aventure, etc. Et donc j'avais dans un coin de mon esprit fait son portrait robot, et donc je me disais bah tiens, il faudrait que ce soit un journaliste de la Croix, mais quelqu'un qui ait de la bouteille, qui soit vraiment ouvert à tout un tas d'aspects, puis qui ait une expérience de l'écriture. Puis s'il avait fait un peu de radio, un peu de télé, etc., ce serait bien. Et dans mes délires, je me disais, mais en plus, mais moi j'aimerais bien un jour rencontrer quelqu'un qui a interviewé un pape, et lui il en avait interviewé 3. C'est extraordinaire. Et voilà, et ça se passait au moment donc où je franchissais le sanctuaire. Alors moi je ne me rappelle pas, mais quand il m'a dit est-ce que vous acceptez de me parler, je l'ai regardé, je lui ai dit c'est lui. Parce que tellement je l'avais dans la tête sans jamais l'avoir rencontré ni connu. Et après, je lui ai répondu ça, je m'en rappelle bien, et je lui ai dit, mais non seulement j'accepte de vous parler, mais ça fait des semaines que je vous attends. Alors donc là, il comprenait pas du tout ce qui était en train de se passer. Et donc voilà, pour les auditeurs qui connaissent, et je pense qu'il m'en voudra pas de citer son nom, c'est Michel Cole, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup, il a été rédacteur en chef. Rédacteur en chef à la Croix. Et donc, témoignage chrétien, etc. Et avec d'autres journalistes, ils ont écrit près d'une dizaine d'épisodes avec évidemment les différents lieux de la ligne. Ils ont écrit près d'une dizaine d'épisodes cet été concernant cette ligne Saint-Michel-Athéna. Alors, pourquoi vous êtes arrêté en Italie et pourquoi vous n'avez pas continué jusqu'en Grèce? Pourquoi? Parce que, bon, c'est bien, le mont Gargan, c'est un symbole magnifique, effectivement, mais en Grèce, il y a aussi des lieux énergétiquement extrêmement forts. Pourquoi ne pas continuer? Mais parce que déjà 109 jours loin de ma famille, c'était pas mal. Je suis marié, alors j'ai des enfants qui sont adultes, mais je suis grand-père aussi. Donc j'avais hâte de revoir tout ce monde-là. Donc 109 jours, c'était pas mal. Et puis donc cette ligne qui démarre en Irlande, qui va jusqu'en Israël. Bon, la partie terrestre la plus longue, c'est de loin celle que j'ai faite entre le mont Saint-Michel et le mont Gargano. Mais j'ai souhaité m'arrêter là pour cette année, et bien évidemment que j'ai dans la tête l'idée de poursuivre sur la partie grecque. Donc là c'est un peu moins ambitieux en termes de kilomètres, puisque voilà, on est à 450 kilomètres sur cette partie grecque à réaliser dans le Péloponnèse, et il y a 2 ou 3 îles à aller voir, et notamment Délos et Rhodes, sur lesquelles je dois passer où va la ligne. Donc voilà, donc c'est un projet à long terme. Tout à fait. En Grèce, les 2 lignes passent notamment là également par des lieux symboliquement extrêmement forts. Donc Delphes, on en parlera tout à l'heure. On en parlera pour la comparaison entre Apollon et Saint-Michel. Elle passe à Delphes, elle passe sur le Parthénon, où sur le Parthénon, les 2 courants se croisent, le courant Apollon et le courant Athéna se croisent au Parthénon. Et ensuite, ça continue effectivement sur les îles de Délos et de Rhodes avant d'arriver en Israël. Ok. Bon, alors, globalement, ce voyage, comment ça s'est passé? Vous êtes content? Ça a répondu à vos attentes? Mais oui, alors c'était un bonheur absolu. Parce que j'étais c'est quelque chose qui m'attendait depuis un certain temps. Donc de pouvoir le réaliser, c'était une grande chance, et franchement une énorme joie. Souvent les gens me demandent mais alors t'as pas eu peur, et qu'est-ce qui t'est arrivé, t'as pas eu mal, et alors tu te sens comment?
Alors, j'ai pas eu une ampoule, j'ai pas eu mal au dos, donc j'étais en autonomie, donc mon sac faisait plus de 20 kilos, hein, parce qu'il y Ah a, oui, quand même. bah Ah ouais, ouais, c'est énorme, 20 kilos, c'est énorme. ouais, parce qu'il y a des moments dans nos campagnes où quand il n'y a plus un seul café, une seule épicerie, Il une faut seule avoir cette nourriture. boulangerie, il faut avoir sa nourriture. Donc, si vous êtes vendredi, vous achetez de la nourriture jusqu'au mardi parce que Ouais, samedi, vous n'êtes pas sûr de trouver quelque chose. Le dimanche, vous savez que vous ne trouverez rien. Que le lundi, vous ne trouverez rien non plus. Et donc, il faut être capable de tenir jusqu'au mardi. tout à fait. Donc voilà, donc ça physiquement, en fait, je m'en suis très très bien sorti puisque j'ai Très pas bien. eu un seul bobo et c'était vraiment un grand plaisir. Et c'est un bonheur de se lever le matin en se disant aujourd'hui je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait, je vais découvrir un endroit ou des endroits que je ne connais pas, avec des chemins qui sont parfois merveilleux, le plus souvent merveilleux, puis parfois aussi moins rigolos, mais Oui, tout ça à fait fait. partie du chemin. Oui. Sur ce point-là, sans trahir d'énormes secrets, un pèlerinage est toujours composé d'endroits un peu négatifs, on en parlera, on citera ces noms ensuite, et d'endroits positifs. Et c'est la succession de ces endroits positifs et négatifs, c'est-à-dire des endroits qui vous donnent de l'énergie et des endroits qui vous prennent de l'énergie, qui fait que le chemin travaille en vous et travaille sur votre qualité énergétique. Et à mesure que vous dépouillez de charges, vous dépouillez de certaines choses, vous avez des synchronicités, des hasards bizarres qui arrivent, et ben vous progressez énergétiquement et spirituellement. J'imagine que c'est ce qui vous est arrivé sur ce chemin. Vous avez senti des choses évoluer et changer sur votre route. Ouais, bien sûr, le pèlerin, c'est celui qui enlève ses peaux. D'accord. Et, et au fil des semaines, je me sentais à la fois de plus en plus sensible et de plus en plus fort en fait D'accord. pour aborder les lieux. D'accord. Et alors ça a été très 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 étonnant parce que moi j'avais pas forcément l'impression de changer parce que c'est la marche, c'est un rythme lent, Tout à donc fait. les choses ont le temps d'arriver et de diffuser en soi. Par contre, c'est à la réaction des autres personnes que je sentais une sorte de progression. À la fin, en Italie, par exemple, des gens qui me voyaient dans la rue m'arrêtaient Ah oui. Oui, carrément. pour me demander mais vous faites quoi et est-ce que vous pouvez me prendre dans vos bras? Alors Ah oui. la première fois ça m'a complètement ça m'a Stupéfait, bien surpris, sûr. voilà. Mais en fait ils voyaient en moi quelque chose que moi-même je ne voyais pas et que j'ai compris quelques jours avant l'arrivée. D'accord. Voilà. Vous voyez une forme de lumière, une forme d'énergie, une forme Alors quelque de chose. lumière j'en sais rien mais en fait je crois que la joie c'est communicatif. Oui, Et les autres le sentaient. J'étais sur mon chemin, donc j'étais en cohérence bien sûr. avec moi-même, en attente de rien du tout. Très bien. Parce que ça c'est important. Il faut pas vouloir dans ce genre de choses. Il faut se laisser pénétrer par les choses. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Si vous êtes déjà plein, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Et pour l'image, si vous voulez, j'avais beaucoup lu avant de partir, parce que c'est important de savoir où on va, qu'est-ce qu'on va trouver sur le plan symbolique, etc. Sinon, on rate beaucoup de choses. Donc j'avais beaucoup lu dans les mois précédents. Par contre, dans les 3 semaines avant de partir, j'ai vraiment essayé de me vider l'esprit. Bien sûr. Si on est plein, on se remplit pas. Ouais, tout à fait. Donc, donc Bien sûr. j'ai tenté de partir le plus vite possible dans ma tête, sans attente, en ayant un certain background de connaissances que j'avais acquises, mais surtout pour être libre et pour que les choses m'arrivent. D'accord, Ça, très bien. c'est important. Ouais, c'est parfait. Et Allez-y. quand on laisse ça, justement, vous parliez de synchronicité tout à l'heure, hein, et ces moments-là arrivent comme une récompense. On est sur son bon chemin. Ah ouais, tout à fait. L'une des synchronicités que vous évoquez dans votre journal de bord, c'est souvent les sculpteurs
C'est souvent il y avait des sculpteurs donc qui avaient construit des statues, taillé des statues, soit à Saint-Michel, soit à Athéna, et c'était quelque chose qui vous parlait beaucoup, je crois. Et ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors des sculpteurs, ça m'est arrivé 4 fois, et puis un artiste tout à fait particulier une autre fois également. En fait, il semble que cette ligne ou les courants telluriques en général, mais c'est difficile de parler pour toutes ces lignes. Mais en tout cas, cette ligne Saint-Michel, elle parle aux gens qui ont de la sensibilité. Oui, Et je dirais presque qu'elle les attire, oui. sans que eux le Le sachent sache et ne le comprenne. et ne le comprennent. Et ça a été une des merveilleuses surprises de mon voyage, de tomber entre guillemets sur des gens qui réalisaient des sculptures qui étaient en relation avec cette ligne Saint-Michel et qui ne le savaient pas. Une des, euh, une des plus belles, mais la première peut-être, c'était un couple de personnes, Patrick et Julita. Ce sont des gens qui en Touraine ont racheté une abbaye cistercienne. Un projet absolument gigantesque. L'abbaye est immense, elle était totalement en ruine il y a 35 ans. Ces gens qui venaient pour acheter une maison de campagne se sont laissés séduire par un lieu immense, bien trop grand pour eux Oui, et pour leur fortune qu'ils n'avaient pas. oui, oui. Mais ils ont senti qu'ils devaient l'acheter. Ils l'ont acheté. Et au bout de 35 ans, ils en ont fait quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est aujourd'hui un lieu de réception, etc. Ça s'appelle la Clarté Dieu, voilà, au nord-ouest de Tours, hein, je sais pas, 20-25 kilomètres. Et j'arrive là un samedi matin, de nombreuses voitures de luxe étaient rangées sur un petit parking. Et moi j'arrivais tout crotté debout puisque je sortais d'une forêt et avec mon sac à dos, moi, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire dans cette propriété? Et puis je suis reçu par Patrick qui était là dans la petite maison de l'accueil et puis qui me dit ben, je lui dis voilà je suis sur les pas d'un très vieux pèlerinage sur une ligne tellurique et je pense qu'elle passe par chez vous et j'aimerais que vous m'autorisiez à faire quelques recherches dans le parc de votre abbaye. Donc là, il m'invite à prendre un café. Déjà, il me dit, on va prendre un café, vous allez m'expliquer tout ça. Et là, je vois qu'il y avait une exposition dans des grottes calcaires qui étaient dans la propriété. Et je lui dis, bah, il y a une exposition, est-ce que je peux le voir? Oui, c'est ma femme qui sculpte. Donc Julita, je lui dis est-ce que je peux jeter un œil et donc là il me montre les sculptures qu'avait réalisées son épouse. Et là 2 salles avec uniquement des sculptures de femmes. Des femmes en beauté, des visages de femmes, des femmes enceintes, des femmes allongées, que du féminin. Donc je vous rappelle que je suis sur la ligne, le courant féminin de la ligne Saint-Michel. Et donc ce monsieur me montre 200 sculptures de personnages féminins. Et puis à un moment donné, je vois une sculpture debout, avec 2 ailes, une main vers le sol, une main vers le ciel. Et là je lui demande, et ça, c'est quoi? Ah, il me dit, ça c'est Saint-Michel. Donc là, j'étais quand même bien soudé. Il me dit, mais vous demanderez des explications tout à l'heure à Julita. Je rencontre Julita, il m'invite à manger. Puis là, bien sûr, je pose la question à Julita. Je lui dis, mais pourquoi vous avez sculpté un Saint-Michel? Ah, elle me dit, oui, ça c'est étrange qu'elle me dit, d'habitude je sculpte que des femmes, mais là, Saint-Michel c'est important. Moi, j'ai dit, je suis d'accord avec vous. Moi, je vais faire 2000 kilomètres sur la ligne Saint-Michel. Donc, je comprends ce que vous me dites. Mais je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que ça va pas. Il me dit, vous comprenez, ça va pas. Saint-Michel, il est toujours représenté en guerrier, avec une lance, une épée. Et puis, soit il tue le dragon ou un monstre. Et voilà, une figure extrêmement brutale et tout ça. Elle me dit, ça colle pas. Et elle me dit, vous comprenez, Saint-Michel, c'est protection et amour. Et là, je lui dis, pardon, vous avez dit quoi? Elle me dit, bah oui, Saint-Michel, c'est protection et amour, et je devais le réaliser comme ça.
Et là, je lui parle de cette prière hébraïque dont je vous parlais tout à l'heure, que je me récitais le matin dans le premier lieu du jour dans lequel j'avais rendez-vous. D'accord. Et Saint-Michel est décrit comme ça. D'accord. Oui, On l'appelle pour la protection et l'amour. Et cette femme qui n'en savait absolument rien, qui ne savait pas que la ligne Saint-Michel passait chez elle, elle savait qu'il y avait une ligne tellurique qui passait là, puisque les deux Anglais, Hamish Miller et Paul Broadhurst, y étaient passés 25 ans plus tôt et il y avait dit qu'il y avait une ligne bizarre qui passait dans son jardin, mais elle ne savait pas que c'était la ligne Saint-Michel. Et cette femme avait réalisé, pour une fois dans sa vie, elle avait réalisé une sculpture qui était autre qu'une figure féminine, Ah et oui. c'était Saint-Michel. Donc, Ah j'ai oui, trouvé cette histoire très bien. Ah oui, très impressionnant, effectivement. Ce type de hasard, c'est ce qu'on appelle de hasard et de coïncidence, c'est ce qu'on appelle en langage psychanalytique ou énergétique des synchronicités. Les catholiques appellent souvent ça des signes ou des clins d'œil de Dieu. Et ce sont des événements qui arrivent particulièrement dans des endroits très énergétiques. Quand il y a beaucoup d'énergie dans un lieu, il y a un effet miroir sur les pèlerins et les personnes qui arrivent, ce qui fait que des hasards comme ceux qui ont été racontés à l'instant se déclenchent. Sur Compostelle, que je connais bien, à titre personnel, on a des centaines, des milliers d'histoires qui ressemblent à ça, mais c'est tout simplement la configuration des lieux, c'est les caractéristiques d'un courant tellurique quand on marche dessus. Il y a tout un travail énergétique qui se fait, hein, des effets miroirs et des événements qui se déclenchent en fonction. Et je sais que c'est pas très cartésien de le dire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là où le pèlerin déclenche quelque chose par lui-même. Grâce au courant, grâce à l'énergie du lieu. Si je peux me permettre, Allez, juste oui, pardon. Je me suis peut-être mal exprimé. non, pas du Non, tout. Juste un petit complément. En fait, le pèlerin, comme il est dans le lâcher prise, un lâcher prise profond, il devient simplement pour moi, hein, c'est Oui, vraiment un avis personnel, mais en fait, il devient un instrument oui. d'une harmonie plus grande. D'accord. Ok. C'est Ah les oui. termes qui Oui, me, qui te viennent. qui me viennent et qui D'accord. correspondent le plus, je pense, à ce Ok. qui se passe, en tout cas ce qui s'est passé en moi. Ah, très bien, mais c'est magnifique. C'est magnifique parce que ça signifie qu'on est habité par vraiment quelque chose de plus grand. Et on voit que beaucoup de choses prennent du sens, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant. On s'aperçoit que l'univers est plus grand que nous-mêmes, quoi, est plus grand que ce qu'on peut en percevoir. Oui, c'est même pas ça n'est plus une croyance pour moi, c'est une Oui, expérience. exactement. Donc Ouais, ouais. pour moi c'est très très clair, mais ça, que ce soit Ligne Saint-Michel ou Compostelle ou les gens, si vous faites un chemin en conscience pour un but qui aille dans le sens du bien, vous recevrez ça. Tout à fait. Je précise également tout à l'heure, Eric parlait d'un monastère cistercien dans lequel il avait vécu cette aventure. C'est logique parce que les monastères cisterciens, Saint Bernard connaissait quelques petites choses. Voilà, quand on voit la configuration des monastères et la manière dont ils sont construits, on se doute que les cisterciens savaient ce qu'ils faisaient et ils les avaient construits de manière énergétique. Il y a un livre qui raconte ça très bien, de manière un petit peu imagée. C'est pas, on ne parle pas de science, on ne parle pas de certitude scientifique, mais il n'empêche, ça devait probablement ressembler à ça. C'est évidemment le livre d'Henri Vincenot, Les Étoiles de Compostelle, qui parle de la construction d'églises, de monastères, avec évidemment la perspective du pèlerinage de Compostelle, mais en arrière-fond, il y a cette toile énergétique des courants telluriques, et dans le livre qui est qualifié de vouivre, le vouivre Oui. étant l'un des nombreux noms de ce courant. C'est magnifique comme expérience. Bravo à vous. Non, mais non, c'est pas bravo du tout. C'est quelque chose c'est un bonheur immense, un bonheur qui peut paraître un peu égoïste, hein, puisque voilà, on part comme ça tout seul pour suivre un but qu'on s'est donné, enfin qu'on s'est donné ou en tout cas qu'on a accepté. Mais on en ressort avec je pense une grande richesse. Ouais. Voilà. C'est le plus important, c'est de croître spirituellement, énergétiquement, dans le cadre de cette expérience. Je me permets de revenir sur un point qu'on avait abordé. Quel est quel est le rapport entre Apollon et Saint-Michel? Alors, cette ligne, elle s'appelait comment? Elle a évolué comment?
Comment on Alors, fait le parallèle entre les deux? alors ça c'est un vaste sujet Brièvement. non non mais qui est bien plus vaste que ce à quoi je m'attendais au départ quand j'ai commencé à m'y intéresser. Et on trouve quand même pas mal d'écrits sur la filiation de Saint-Michel. Saint-Michel, c'est probablement l'avatar chrétien Oui. d'entité ou d'énergie. Alors, c'est toujours très difficile ou malaisé de mettre des termes sur là-dessus, mais on retrouve des archétypes de ce genre depuis très longtemps. Les premières racines se trouveraient en Inde, puis après on passe à la Mésopotamie et on arrive sur des choses plus connues en Égypte ancienne avec le dieu Thoth, Ouais. Hermès. Hermès, le dieu Ouais, tout de à fait. beaucoup de choses, les commerçants, les messagers, Les messagers, ça exactement. c'est important cet aspect messager, et Psychopompe puisque c'est aussi celui qui aide l'âme à s'élever et qui fait la pesée, voilà. La La pesée pesée, au moment, on d'accord. représente souvent Saint-Michel avec la balance, Ok. mais voilà. Je crois aussi qu'il y a une histoire au temple de Delphes où il y a une oracle qui s'appelle la Pythie qui tire son nom d'un monstre de l'époque qui était un grand serpent qui s'appelle le Python. Or, il y a un parallèle à faire entre Apollon. Et en fait, si le temple de Delphes était dédié à Apollon, c'était parce que Apollon avait vaincu ce monstre. Et Saint-Michel qui vainc le dragon, on a fait un parallèle entre les deux, d'où le nom qui est similaire, Alors, enfin, il est pas le même géographiquement, mais en gros, il concerne le même courant. Ouais, en fait, il y a il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement ça, cette symbolique, il y a cette symbolique du serpent. Hmm. Il y a Apollon qui est un dieu de lumière, Exactement. Saint-Michel qui est le patron des milices célestes. Exactement. Apollon, c'est aussi celui qui a la lyre, donc qui a l'harmonie, etc. Il le donne à Hermès. Enfin, bon, il y a Oui, il y a beaucoup de, plein de... ouais, il y a- beaucoup d'épisodes. Je voudrais simplement revenir sur cet aspect du dragon et du serpent. Le Saint-Michel ne tue jamais le dragon ou le serpent. Il le domine. Voilà. Et ça, c'est particulièrement intéressant et beau. Parce que voilà, il n'est pas question de tuer la bête. La bête fait aussi partie de la matière et de chacun et de chaque homme en l'occurrence. Mais il le domine. Exactement. Et donc ça, c'est beaucoup plus beau. Et il y a une autre lecture, hein, plus alchimique, on trouve ça dans certains écrits. Et la lecture alchimique de Saint-Michel, elle est peut-être encore plus belle. C'est-à-dire, Saint-Michel serait celui par la pointe de son épée ou de sa lance, soulève l'écaille du dragon Hmm. pour révéler la beauté intérieure du dragon. D'accord. Ok, Voilà. très Et bien. là, c'est l'idée de la transmutation. Oui, tout à fait. Donc, bon, si on s'arrête rapidement, la transformation du plomb en or, hein, mais Exactement. moi, Cher aux alchimistes. voilà, mais la transmutation spirituelle m'intéresse Bien beaucoup sûr. plus et de transformer l'homme en quelque chose, de transformer nos âmes, ou en tout cas de les transmuter. Indépendamment de la tradition dans laquelle on se situe, ça reste du travail personnel, du travail spirituel. Chacun va utiliser les termes qui lui conviennent, mais ça reste l'évolution, essayer de grandir, de croître dans sa tradition, mais il s'agit de grandir. C'est de la croissance énergétique et spirituelle. Ouais, ah bah, absolument. Ouais, vous venez de tout dire. Mais c'est en fait, c'est pour le bénéfice de soi, mais des autres aussi. Bien sûr. Hein, Ça n'est jamais quelque chose d'égoïste, bien sûr. non. C'est justement, c'est ça qui est très particulier dans l'affaire. C'est un travail qui est incroyablement personnel, mais qui a une valeur universelle et de diffusion.
D'accord. En tout cas, pour moi, cette dimension-là, elle est forte. Et simplement, juste en revenant 2 secondes sur ce mythe du serpent, chose extrêmement étrange, puisque les époques et les lieux sont très très éloignés. Mais ce mythe du serpent ou d'une entité qui domine un serpent, donc Apollon à Delphes, on le retrouve sur le premier lieu de la ligne, qui est donc le Skellig Michael, une île absolument incroyable au large de l'Irlande, où Saint Patrick, le saint patron de l'Irlande, jette les serpents depuis le haut de ce Skellig Ah Michael, oui, d'accord. qui les jette dans la mer. En fait, cette symbolique autour du serpent est souvent attachée à ces courants telluriques, puisque ces courants telluriques sillonnent de la même manière qu'un serpent peut sillonner, peut sinuer sur le sol. Les courants telluriques font des va et des viens, des vrais zigzags, vous vérifierez sur la carte. Et donc, c'est souvent pour ça que dans les traditions, on a associé le courant tellurique au serpent. Et donc parfois on a cru que le serpent était un synonyme du mal, ce qu'il est parfois effectivement dans certaines traditions. Mais là en l'occurrence, c'est pas forcément le cas puisque marcher dessus permet au contraire de croître spirituellement. Donc là, parfois, le serpent est un signe positif, un petit peu comme le caducée d'Hermès, comme le bâton d'Asclépios, qui là est un symbole médical. Ou je renvoie ou pour les catholiques parmi les auditeurs, ou les chrétiens, le bâton de la croix de Moïse, qui avait permis de guérir dans l'Ancien Testament, la croix de Moïse, Le serpent d'airain. le serpent d'airain, exactement, merci. Très bien, c'est pareil, c'est extraordinaire, d'entendre votre expérience. C'est peu courant. Il y avait d'autres pèlerins, vous en avez croisé d'autres sur la route? Alors, on serait 2 ou 3 personnes par an Ah oui. à faire ce pèlerinage. Il y a une dame, Morgane, Ah oui. qui Ouais. devrait aller jusqu'à Jérusalem Elle est, elle sur est, la route de elle est Saint-Michel. Alors, actuellement à Rome. ouais. Elle a fait un petit détour. Elle n'est pas exactement sur la ligne, mais voilà. Mais enfin, c'est parfait. Enfin, elle suit quand même la ligne sur le côté masculin, donc sur le côté Saint-Michel. Et elle est actuellement à Rome. Alors Rome n'est pas tout à fait sur ce courant tellurique, mais évidemment pour elle, à partir du moment où elle était en Italie, c'était important de passer par Rome. Mais d'accord, ok, vous êtes deux trois pèlerins par an. Oui, Ouais, c'est pas Compostelle. Non, non, 2, 3. Non, non, Mais c'est pas pas. grave, Non, hein. non, c'est pas comme Il faut ça. pas. Je crois qu'en 2022, il y a eu près de 400 000 personnes. Oui, oui. J'ai pas le Non, chiffre sur Compostelle, 2023, mais voilà. Compostelle est en train de saturer, hein, Donc très clairement. non, non, moi quand je suis arrivé au Gargano, les sœurs de l'ordre de Saint-Michel qui gardent la grotte m'ont réservé un accueil tout à fait particulier, etc. Elles m'ont chouchouté. Donc je pense que si on était 400 000, j'aurais pas reçu le même accueil. Mais voilà, non, Oui, très oui. très peu, nous sommes très peu à faire cette ligne. Mais il y a rien n'est préparé pour ça. Il y a pas d'auberge, etc. Moi je Ah oui, il n'y dormais a aucune auberge, il n'y a où je rien. pouvais. Il fallait trouver. Au Mont Gargan, il n'y a rien. Il fallait. Alors au Mont Bon, Gargan, si, oui, au il y Mont a des Gargan, oui. Airbnb, etc. Mais si, il y a une auberge de pèlerin. Au Mont Gargan, c'est organisé. Mais je dirais sur la voie, si vous voulez, pour moi, j'étais en. D'ailleurs, pour être précis, dans votre journal de bord, vous dites qu'il s'agit d'une ancienne voie de pèlerinage. Mais est-ce qu'on a vraiment des écrits? Alors, que le Mont Gargan soit un centre, soit un lieu de pèlerinage, ça c'est une chose, j'ai aucun doute qu'en Italie on marchait vers le Mont Gargan pour se rendre en pèlerinage. Ça fait guère de doute. Que le Mont Saint-Michel en Normandie soit un centre de pèlerinage, un centre d'arrivée de pèlerinage, ça ne fait aucun doute également. Mais la conjonction des deux. Est-ce que ça, c'est vraiment, ça existe? Est-ce que on a des traces de pèlerins qui ont fait vraiment, qui ont suivi cette ligne? Vous avez pu, dans vos recherches documentaires, vous avez pu en trouver? Alors, on trouve peu de choses, hein, mais on trouve quand même. Alors déjà, il y a le mythe fondateur du Mont Saint-Michel, qui est calqué sur celui du Gargano. Ok. Et quand l'évêque Aubert a reçu les 3 signes de Saint-Michel lui demandant d'établir une église en haut du mont Tombe, de bâtir son église en haut du mont Tombe, l'ancien nom du mont Saint-Michel, en fait l'évêque Aubert a envoyé, alors je ne sais plus si c'est 2 ou 3 moines, faire le trajet jusqu'au Gargano Ah oui. pour aller prendre une pierre dans le sanctuaire de l'Archange Ouais. pour sacraliser D'accord. le Le Mont Saint-Michel. Ah oui. le mont Saint-Michel. Et alors,
J'ai pas trouvé d'écrit vraiment exhaustif sur ces pèlerinages-là, mais il semble quand même, hein, et c'est cité par plusieurs auteurs, que le pèlerinage Mont-Saint-Michel-Gargano était réservé au Moyen Âge à des jeunes nobles D'accord. qui s'apprêtaient à prendre des positions de pouvoir. Ah, d'accord. Très Qui intéressant. faisait ce pèlerinage, c'était un pèlerinage initiatique, mais réservé à une certaine noblesse, Ah, d'accord. donc qui partait du Mont-Saint-Michel Très jusque dans les intéressant. Pouilles en Italie. Ok. Et voilà. Très bien. Un grand merci Eric pour cet entretien. Nous allons nous arrêter là. Bref, amis et auditeurs, vous l'avez compris, nous vous recommandons chaudement de préparer votre sac et de marcher sur ces courants telluriques, dont celui de Saint-Michel, vous ne le regretterez pas. La suite au prochain épisode, toujours avec Eric, nous continuerons à discuter de cette ligne sous d'autres aspects. Je vous rappelle que vous trouverez l'adresse de la carte des hauts lieux en description avec évidemment les lignes Apollon et Athéna avec une précision de l'ordre de la centaine de mètres. À bientôt et prenez le temps de sentir les lieux. Merci Jean.